voilà, vous voyez, nous avons mis la barrière. Voilà notre barrière. Voilà notre barrière. Il y a encore l'autre barrière là-bas. Parce que le tracé est encore là-bas. On a mis dans la barrière parce qu'on disait donc, comme vous ne voulez pas indemniser nos bois, passez donc avec votre deviez dans nos bois, passez alors votre tracé ailleurs. Le chef de village de Makouré est furieux. Dans 4 ans, c'est ici que doit passer un oléoduc qui transportera le pétrole du Tchad vers la côte camerounaise. Le tracé passe sur une plantation de 5 cocoumés, un bois cher et précieux. Et jusqu'à présent, personne ne pense à les rembourser aux villageois. Ça c'est mon bien, j'ai planté ça pour ma génération, la génération future. J'ai planté ça comme je peux planter un avocatier, comme je peux planter un palmier, comme je peux planter un mandarinier. On n'est pas contre le pavlan, non, on n'est pas contre le pavlan, non, on n'est pas contre. Mais ce que nous voudrions, c'est que les pavlans doivent payer effectivement nos biens. C'est ça notre souhait. Depuis que le projet d'oléoduc Tchad-Cameroun est lancé, il est au centre de nombreuses polémiques. Long de 1070 km, ce tuyau doit transporter l'équivalent de 225 000 barils d'or noir par jour pendant 20 ans à travers la forêt tropicale. Au sud du Tchad, la découverte du pétrole date des années 60. Il aura fallu plus de 30 ans pour que son exploitation soit à l'ordre du jour. 3 compagnies se partagent le gisement, Exxon, Elf et Shell. En novembre 1999, Elf et Shell demandent à sortir du consortium. Elf fusionne avec Total, dont les intérêts ne sont pas en Afrique, et Shell invoque des difficultés économiques. Pour le Tchad, c'est un coup dur. Des millions de dollars de royalties s'envolent. À Djamena, les autorités renvoient l'ambassadeur de France et la population s'en prend violemment à des stations-service appartenant aux 2 compagnies pétrolières. Bilan de la journée, 1 mort et 9 blessés. Très rapidement, Exxon trouve de nouveaux partenaires, Chevron, un Américain, et Petronas, une compagnie malaisienne. Pour transporter le brut, la meilleure solution consiste à construire un oléoduc jusqu'à la côte atlantique camerounaise. Très tôt, des organisations non gouvernementales se mobilisent. L'exemple du Nigeria voisin inquiète. Là-bas, le pétrole a causé des morts et entraîné d'importantes pollutions. Il faut à tout prix éviter qu'un tel scénario ne se reproduise ici. C'est cette mission que s'est fixée le CED, le Centre pour l'environnement et le développement, une ONG camerounaise. Pour apprendre à mieux connaître les dangers d'un pipeline, Louis-Dor Nono Djenpang, la rédactrice en chef du journal du CED, s'est rendue au Nigeria pour évaluer les risques. Dans ce pays voisin du Cameroun, les dégâts qu'elle a pu constater sont considérables. Rien. Seulement que tu me dois mes articles. Lesquels encore? Mais regarde. Là, c'est une raffinerie au Nigeria. Ça, c'est un blessé du pipeline. Bon, ils ont dévissé les vannes de sectionnement des pipelines. Là. Or, comme il y a seulement du pétrole raffiné déjà là-dedans, avec une petite étincelle, ça a explosé, bon, ça a brûlé. Donc voilà un peu. Donc c'est avec ce genre de photos qu'on essaie aussi de sensibiliser. Donc, ici, là, tu as des populations, bon, elles ont subi justement le pipeline. Les plantes, on les appelle oil plants. Elles ne poussent que là où il y a du pétrole. Bah, le sol, il est noir, comme vous le voyez là. Comme c'est du brut, du pétrole noir. Le sol emmagasine ça. Il ne reste plus rien. Généralement, si vous aviez l'habitude de retirer des patates ou bien des maniocs là, après, c'est vrai que ça pousse, mais ça sent le pétrole. Ça sent le pétrole. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ça quand ça sent le pétrole? Vous courez dans le risque de vous intoxiquer. Vous allez à l'hôpital qui va vous aider. Encore que il faut avoir les moyens pour aller à l'hôpital. Et généralement, ces populations-là ne peuvent pas y aller. On sait très bien que les sociétés pétrolières sont assez souvent associées à des actions de violation massive des droits de l'homme en Afrique. On se souvient de tout ce qui se passe dans la région de Logoniland, par exemple, dans le sud du Nigeria. Donc,
il est impossible de ne pas penser à ça quand on voit de grosses sociétés pétrolières essayer de se mettre en partenariat avec de petits États, des États relativement faibles. On pense tout de suite à cela en voyant ce déséquilibre. Les compagnies pétrolières n'ont pas bonne presse sur le continent africain. Pollution, corruption ou coup d'État sont des mots qui reviennent lorsqu'il s'agit des enjeux pétroliers en Afrique. Dans le cadre de ce projet d'exploitation d'une nouvelle nappe de pétrole, le consortium a fait appel à un nouveau partenaire, la Banque mondiale. Depuis 1996, de nombreuses ONG se sont élevées contre cette décision de faire entrer la banque dans le projet. Comment une institution qui doit lutter contre la pauvreté pourrait-elle soutenir un projet privé de cette envergure? Très vite, le site internet de la banque est saturé de messages hostiles. Son président doit faire face à de nombreux manifestants lors de ses déplacements. La fronde des ONG dure 4 ans. Le 6 juin 2000, la Banque mondiale répond favorablement à la requête du consortium pétrolier. Elle apporte une garantie politique et morale au projet. On a l'impression que dans le cadre de ce projet, la banque, encore une fois, est en train de commettre une erreur. Ici, la question serait la suivante. Pourquoi ce qui s'est produit ailleurs? C'est-à-dire pourquoi, alors qu'ailleurs, le pétrole n'a pas permis de provoquer le développement économique, dans ce cas, entre le Tchad et le Cameroun, le pétrole pourrait le permettre. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles certaines organisations non gouvernementales internationales ont mis de la pression sur la Banque mondiale de même s'arrêter, ou même arrêter sa participation dans le projet, je crois que les raisons sont tout à fait claires de leur point de vue. Ils considèrent que le projet constitue une menace pour l'environnement et même pour les peuples. Nous avons mis en place des argumentations qui montrent que ce n'est pas tout à fait le cas. Qu'au contraire, le projet présente le seul moyen pour sortir du piège de la pauvreté. Le Cameroun est aujourd'hui surendetté. C'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais lorsque les Lions indomptables, l'équipe nationale de football, gagne une compétition, c'est tout un peuple qui manifeste sa joie et sa fierté. La Banque mondiale ne fait pas que soutenir le projet pétrolier. Elle accorde également un prêt de 200 millions de dollars que se répartissent le Tchad et le Cameroun. Sans ressources, les deux États ne pouvaient pas participer à la construction de l'oléoduc. Avec ce prêt, c'est chose faite. Le pipeline, qui coûte 3,5 milliards de dollars, sera construit par la Cameroon Oil Transportation Company. Grâce au prêt de la banque, l'État camerounais entre à 8% dans son actionnariat. Le Tchad ne touchera que les royalties du pétrole et le Cameroun percevra en plus une taxe équivalente à 2,70 francs par baril traversant son territoire. Quand on regarde les chiffres, on constate que le projet pétrolier est une mauvaise affaire économique. Il y a en effet un potentiel de 13 milliards de dollars de pétrole, mais dans ces 13 milliards de dollars de pétrole, le Cameroun gagnera simplement environ 500 millions de dollars sur 25 ou 30 ans. Cela représente environ 16 millions de dollars chaque année, c'est-à-dire environ 1 dollar par habitant et par an pour le Cameroun. Et quand on met ces revenus en relation avec les risques écologiques, les risques sociaux et même les risques politiques associés au projet pétrolier, on a l'impression que le Cameroun est largement perdant dans cette affaire. Pour éviter que les populations touchées par le pipe ne soient perdantes, les ONG réclament des mesures de compensation au consortium pétrolier et à la Banque mondiale. Côté camerounais, le tracé de l'oléoduc va détruire une bande de 880 km de long sur 30 mètres de large. Les dégâts causés à la nature ne sont pas pris en compte. Or, cette richesse qui appartient à l'État camerounais a une valeur économique. Contre cette biodiversité perdue, l'État n'est pas indemnisé. De leur côté, les ONG réclament des garanties. Comment s'assurer que le tracé ne détruira pas tout ? C'est pour établir les risques et prendre en compte cette menace qui pèse sur les écosystèmes que le CED parcourt le futur tracé de l'oléoduc.
Régulièrement, Raphaël et Francis se rendent en forêt afin d'évaluer avec les populations locales les risques que le futur oléoduc fait peser sur la diversité végétale. Ici, les habitants se servent de tous les produits que la nature peut leur fournir. Nous repassons par rapport à la dernière fois et on voulait savoir si, par rapport au processus de compensation tel que vous en avez parlé la dernière fois, il y a eu du nouveau. Est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis 10 jours? Non, pas de nouveau. Et il n'y a rien de nouveau aussi par rapport à cet arbre-là? Non. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour protéger cet arbre. Salomon Mayoka est tradipraticien, guérisseur traditionnel. Pour soigner les nombreux malades qui viennent le consulter, il se sert de fruits, de plantes ou d'écorces. Depuis qu'il sait que le pipe va passer, il est inquiet. Les travaux risquent de faire disparaître un arbre rare dont il se sert. Assez dire, cet arbre est unique dans un rayon de 50 km. Ce sont des malades qui dorment ici. L'arbre qui est en rouge, c'est ça. C'est le pot. Ça soigne le solpice. Solpice. 1. Ça soigne ici, au poitrine. 2. Ça soigne aussi au ventre si c'est sale. La tête. Si tu souffres la tête, ça soigne ça. Nous sommes les docteurs traditionnels. On travaille avec ça. Si on enlève ça, comment on va vivre? Comment on va traiter les gens? Dès le début du projet, le consortium pétrolier fait faire des études d'impact environnemental. Très critiquées par les ONG, ces études commandées par Exxon sont revues et corrigées par la Banque mondiale. Résultat, le tracé a été modifié. Coût de ces modifications 100 millions de dollars. Jeanne Noua, une pygmée qui a été à l'école et qui travaille parfois pour des associations de développement, a tout fait pour venir en aide à ses frères de la forêt. Les modifications du tracé tiennent enfin compte des habitants de la forêt comme les pygmées. Dans son tracé initial, l'oléoduc devait traverser des campements et des sites sacrés. Chez eux, toutes les décisions se prennent en commun. Et lorsqu'un pygmée n'est pas d'accord avec vous, il se fait remarquer par son silence ou son absence. Dans les premières études d'impact, leur silence les avait condamnés. Il était question que l'oléoduc traverse notre campement. Nous avons dit aux gens qui construisaient que cela n'était pas une bonne idée qu'il passe par là. Ici, il y a notre village, nos cases, des plantations, et plus loin, il y a la rivière Kunje. Pour nous, il n'était pas question non plus de déplacer le village. Nous avons alors montré un endroit où ils pouvaient construire, là où ça ne peut pas nous porter préjudice. C'est à quelques encablures du campement. Pour le futur, je suis optimiste. Si on peut répondre à tous nos besoins, je serai heureux. L'homme n'aspire à rien d'autre que de rester dans la propreté. Et puis l'argent est important, il vaut mieux avoir un franc dans la poche que rien du tout. Si on peut nous apporter un meilleur habitat, de la propreté et de l'argent, c'est bon pour nous.
Les pygmées vivent toujours de la chasse et de la cueillette. Malgré une lente sédentarisation, la forêt leur apporte encore tout ce dont ils ont besoin. Ça, c'est la balette. Ça, donc, en réalité, c'est la chasse. On affûte. C'est une chasse d'affût. Il y a un système de battu qui est organisé de part et d'autre de la forêt. Alors, les animaux sont donc débusqués. Ils viennent donc se faire prendre ici au filet. Lorsqu'ils trouvent donc cette barrière, parce qu'il faut, c'est appuyé par des chiens, parfois même sans chien, donc l'animal vient et se fait prendre ici. Et puis le filet se referme. Donc ça c'est une technique vraiment ancienne, mais qui n'est plus très utilisée maintenant en raison du fait que les forêts étant déjà très dégagées, le potentiel en ressources animales a baissé. Ça fait qu'il peut arriver qu'on organise une partie de chasse en journée dans ce produit. Actuellement, les pygmées essaient de s'adapter à des situations nouvelles. C'est-à-dire simplement que l'exploitation forestière ou alors le pipe qui arrive prochainement arrive et prend une portion de la forêt. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de chercher ailleurs ce qu'ils perdent. Moi, je crois qu'ils aspirent à la modernité de manière générale. C'est-à-dire que, au vu des rapports qu'ils entretiennent avec les populations bantoues, les populations villageoises, ils ne sont pas en marge, n'est-ce pas, des dynamiques émergentes. Il faudrait faire quelque chose pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Pour moi, c'est un problème de droit de l'homme, parce qu'on ne peut pas penser qu'il faille continuer de garder un groupe de population comme dans un musée humain, c'est-à-dire sans leur permettre d'accéder à la modernité. La modernité pour le chef pygmée, c'est également l'électricité. Il a demandé la lumière pour son village et ne voit pas l'oléoduc d'un mauvais œil, car il fournira du travail à ses enfants. Mais ce pipeline fait courir un risque important à la forêt dont les pygmées se nourrissent. Qui peut aujourd'hui affirmer que cette ouverture large comme une autoroute ne favorisera pas le développement de nouvelles exploitations forestières? La diversité des biotopes de cette forêt fait du Cameroun l'un des pays d'Afrique les plus riches en biodiversité. Et une partie de ces forêts se situe dans des régions où il y a un fort taux d'endémisme. Cette richesse est exploitée depuis 30 ans. Sur les 17 millions d'hectares qu'elle occupe, seuls 3 millions d'hectares sont encore aujourd'hui intacts. Les coupes industrielles sont telles que des espèces végétales sont menacées d'extinction. Les arbres sont considérés comme les éléphants du règne végétal. S'ils disparaissent, c'est toutes les espèces animales ou la flore spécifique qui y sont liées qui disparaîtront avec eux. La perte d'une partie de l'écosystème est prise en compte par la Banque mondiale. Elle a mis en place des mesures pour compenser les dommages causés par le pipeline. Le tracé passe par des zones qui sont, qu'il s'agit des zones sensibles, des zones protégées du point de vue de l'environnement. Donc, ce qui a été établi, c'est le principe de compenser pour ces zones-là en protégeant ou en créant des zones protégées ailleurs. C'est difficile à comprendre que la Banque mondiale cautionne ce genre de réflexion. Parce que surtout en forêt tropicale, chaque site est unique. Il y a un nombre important d'espèces endémiques et on ne peut pas dire qu'en détruisant là, qu'en protégeant là, on peut avoir acheté le droit de détruire un autre endroit. Parce que ce n'est pas les mêmes écosystèmes, ce n'est pas les mêmes espèces que l'on retrouve, ce n'est pas la même richesse. La création des 2 réserves naturelles au Cameroun a permis quand même de calmer certains esprits. Très tôt, la Banque mondiale a répondu aux ONG au coup par coup. Dans cette affaire, les ONG ne sont pas toutes exemptes de reproches. Bien souvent, elles se sont servies de ce pipeline comme d'un prétexte pour obtenir des subventions contre un soutien au projet. Il y a des organisations internationales non gouvernementales très importantes qui ont été toujours très consistantes dans son appui pour le projet et son appui pour la participation de la banque dans le projet.
Pour vous donner un exemple, le WWF, World Wildlife Fund en anglais, c'est une des organisations, mais il y en a plusieurs autres. Ainsi préoccupées par le sort du gorille des plaines, les associations de protection de la faune sauvage se sont félicitées de la création des 2 réserves. Avec un budget de 1,5 million de dollars versé pour chaque parc, ces associations n'ont plus rien trouvé à redire sur le tracé de l'oléoduc. Par contre, pour les populations qui vivent le long du pipe, la compensation totale n'a été que de 600 000 $. Aujourd'hui, la population n'est plus opposée au pipeline. La fronde des ONG est retombée et les travaux vont pouvoir commencer. Pourtant, un problème de taille reste à régler, celui de la sécurité. Comment garantir que cet oléoduc qui traverse une région appelée le château d'eau du Cameroun ne viendra pas polluer des cours d'eau nécessaires à l'approvisionnement en eau potable des populations? Des standards utilisés, c'est des standards beaucoup plus bas que ceux qui normalement seraient utilisés dans les pays d'origine de ces firmes. La société Exxon utilise pour son terminal sous-marin dans la région de Kribi une technologie qui est formellement interdite par le droit américain et donc qui pourrait justement renforcer le risque de fuite dans cette région-là. Pour éviter toute catastrophe écologique majeure, des systèmes de détection sont prévus. Les détecteurs les plus sophistiqués laissent passer 0,02% de pétrole. Ça peut paraître peu, mais sur 225 000 barils jour, cela représente 10 000 litres de brut qui pourraient perler chaque jour tout le long du tuyau sans être détectés. Le consortium est engagé dans les engagements qu'il a pris avec nous et avec les 2 gouvernements de mettre en place tout d'abord un plan d'action qu'il faut approuver pour maximiser la sécurité et minimiser la possibilité de tels incidents. Alors, en cas de catastrophe majeure, qui paye? Là aussi, la question n'est pas très claire. On sait clairement qu'il y a des contrats d'assurance qui sont en train d'être passés par le consortium, mais on ne sait toujours pas très bien quelle sera la répartition, parce qu'il ne faut pas oublier que le Cameroun est lui-même actionnaire du projet. Alors, quelle sera la répartition des charges en cas de catastrophe pétrolière? Ça, je crois que c'est l'une des questions qu'il faudrait rapidement clarifier pour éviter de se retrouver face à une situation comparable à celle que la France a connue avec la catastrophe de l'Erika. Il faudrait éviter que les sociétés pétrolières, au moment d'une catastrophe, se retirent et utilisent des arguments juridiques pour refuser de payer et fassent retomber la charge sur un État qui se retrouverait donc en train de prendre la part la plus faible des bénéfices et la part la plus importante des risques et des charges. À quoi ça ressemble à la fin quand on regarde toute cette situation? On est obligé de constater qu'on rentre là véritablement dans la mondialisation, qu'on rentre dans ce que l'avenir sera en fait. On est en train de pousser à l'extrême des mécanismes qui, en fait, pour les pays africains, ont commencé à partir du XVe siècle. Mécanismes d'exploitation à outrance du territoire, exploitation des ressources naturelles, exploitation des hommes. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un peu plus policé, mais en fait, on rentre dans la privatisation de l'univers. On a là des sociétés extrêmement fortes, mais qui restent des sociétés privées, contrôlées par une poignée de personnes qui ont là le pouvoir de décider, pour une durée extrêmement longue, au moins 30 ans, du sort des habitants de 2 pays, face à 2 gouvernements extrêmement faibles, qui n'ont pas d'autre moyen que d'accepter de faire affaire avec ces sociétés. Et le plus important, c'est de regarder le rôle de celui de cet acteur qui devrait apparaître comme un arbitre dans toute cette histoire, la Banque mondiale, qui se met résolument du côté des plus riches, résolument du côté des sociétés pétrolières, pour encourager la privatisation. Parce qu'en fait, qui gagne dans cette affaire, si ce n'est les intérêts privés de quelques sociétés pétrolières? Ce n'est pas les véritables vainqueurs, ce n'est pas l'État du Cameroun ou l'État du Tchad, ce n'est pas les populations, ce n'est pas la Banque mondiale. Les véritables vainqueurs, c'est les sociétés privées. Jusqu'à présent, lorsqu'il s'agissait de régler des situations de conflit entre population et consortium, le CED a été entendu par la Banque mondiale. Désormais, les ONG encore actives jouent un rôle de garde-fou. Sur le terrain, elles vérifient que les engagements pris sont bien respectés. Pour Raphaël, ce projet a au moins un point positif. Au Cameroun, c'est la première fois qu'un projet de cette importance fait l'objet d'une telle concertation. Malgré tous les apparences, je crois qu'on tire les leçons. On tire les leçons en termes de capacité à s'organiser, capacité à se réagir, capacité à formuler des positions. Voilà, je crois que l'avenir
il n'est pas question d'être pessimiste ou optimiste. Je crois que nous avons marqué des points en termes de capacité à être citoyen. Reste à savoir si les promesses tenues tiendront la distance et si cette vigilance des ONG durera le temps que durera l'exploitation pétrolière autour du lac Tchad. Car les puits du sud du Tchad ne sont qu'un début. Au Niger et en Centrafrique, des forages ont montré qu'il y a des réserves de pétrole qu'il faudra, un jour ou l'autre, transporter par le pipe camerounais. Affaire à suivre.